a disparu du communiqué, mais pour autant, sa présidente n'est pas impatiente de relever les taux directeurs. Pourquoi? Parce qu'elle a baissé ses prévisions de croissance et d'inflation. Notons quand même qu'elle est très très forte en matière de communication, puisqu'elle dit au marché « je vais remonter les taux, mais n'ayez pas peur » et qu'il la croit. On voit quand même que arrêter 5 ans de politique monétaire aux États-Unis, c'est très difficile. Quand on pense à Mario Draghi qui vient de se lancer dans le quantitative easing, on lui souhaite bon courage. Alors Sébastien Féjean, c'est l'événement de la semaine pour vous. Est-ce que d'après vous, la Fed en remontant les taux va allumer le feu? Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas d'objectif annoncé en termes de remontée des taux. On a juste enlevé le terme patience vis-à-vis de tout ça. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, la question monétaire qui avait été abordée dans votre dernière émission, la fois où je suis venu, est quand même un sujet qui devient épineux pour la Fed, parce que je crois qu'il y a eu des grands groupes qui ont annoncé effectivement qu'ils avaient connu le plus grand choc monétaire depuis leur création, hein. Donc notamment les groupes américains. Donc ça devient un vrai sujet. Donc je pense que la remontée des taux n'est pas forcément le problème direct qui intéresse la Fed. Et donc c'est pour ça que je pense qu'on va avoir encore du sport. C'est-à-dire encore du potentiel de hausse, encore de la volatilité, non, le encore problème, de la pression. C'est un peu comme une gueule de bois, c'est-à-dire qu'en fait il y a un moment où... Je connais pas moi, donc parlez, parce que c'est quelque chose que vous connaissez bien. Vous. Bien sûr, oui. C'est ça. Donc trop de liquidité, il y a un moment devient effectivement un problème. Et donc je pense qu'effectivement il y a un moment il va falloir débrancher le patient, quoi. Et le fait de débrancher le patient peut provoquer un choc. Et donc c'est toute la question effectivement qui est à l'heure actuelle posée. Emmanuel? Personne n'est jamais sorti d'un quantitative easing et c'est pas vivant et c'est pas les explications pour le moins embrouillées de Madame Jeannette l'autre soir qui nous ouvrent la moindre piste sur la façon dont on sort par le haut d'un quantitative easing. On n'en sort pas par le haut, enfin en tout cas on ne sait pas comment en sortir par le haut, et moi je continue à dire, comme j'ai déjà dit plusieurs fois ici, qu'il n'y aura pas de hausse de taux en 2015. Pas du tout de hausse de taux en 2015. Pas du tout de hausse de taux, mais vous voyez qu'on est très loin de l'objectif d'inflation. Vous voyez que quand vous regardez, quand vous mettez la colonne des avantages et des inconvénients, vous n'avez que des inconvénients. Vous avez le risque de renforcer la hausse du dollar, vous avez le risque de faire remonter les taux longs, vous avez le risque de faire baisser la bourse, vous n'avez que des inconvénients. On ne sait pas comment sortir de ces politiques monétaires ultra accommodantes. Si, par des bulles. Si vous appelez ça une sortie... Ça s'appelle une sortie, oui, par le bas. Moi je veux bien, ça s'appelle une fuite en avant. Non, mais c'est ce qu'on a Virginie, hausse des taux, hausse du dollar, mais aucun impact sur la bourse américaine? Si, bon, on l'a vu, hein, le marché s'est retourné, le marché américain, donc au moment où elle a retourné, elle a gagné, et puis surtout le dollar. Non, c'est le dollar en ce moment qui fait la loi, on le voit bien. Juste après la communication de Janet Yellen, le dollar a repris 4% comme ça en ligne droite, donc c'est le dollar qui fait la loi, et c'est le dollar aussi qui fait que Yellen a... 4% en ne pouvant pas dire moins que ce qu'elle a dit. Vous voyez bien, il a rebaissé. On est en tangente les 1,08 là, donc on voit bien que sur la semaine, et le marché américain, le marché des actions américaines a été le marché le plus performant sur la semaine. Alors, ce que vous dites globalement, c'est qu'on est en territoire totalement inconnu, mais que ça va se finir comment? Bien. On sait pas. Non, parce que vous dites finalement il n'y aura pas de hausse des taux, donc s'il n'y a pas de hausse des taux, il ne se passera rien. S'il n'y a pas de hausse des taux, il ne se passera rien, mais il y a un moment où il faudra bien sortir de ces politiques monétaires de surabondance de liquidités qui effectivement entretiennent des bulles immobilières, des bulles sur les marchés d'actions. C'est pas une situation normale. Enfin, tout le monde s'en fout en ce moment. Oui, mais c'est toujours comme ça, juste avant que ça se passe mal. Voilà, on est typiquement dans la situation de 2007. On se retrouve dans la situation de 2007. Ouais, peut-être pas, parce que je pense que quand même, du point de vue de la macroéconomie, on n'était quand même pas au sommet de la bulle comme on était en 2007. Mais c'est vrai que fondamentalement, ça alimente effectivement une espèce de phénomène qui est totalement incontrôlable. Et on voit qu'à chaque fois qu'effectivement la Fed essaye de commencer à dire que potentiellement on pourrait commencer à essayer de débrancher un tout petit peu, c'est la panique. Jeudi, je vous ai réveillé, non? Non, je suis là. Non. Alors, jeudi, c'était le jour d'après. Donc, on attendait, après la Fed, un séisme sur les marchés qui n'a pas eu lieu. Il ne s'est pas passé grand-chose. Les marchés américains se sont repris un peu comme je la remets parce que vous l'aimez bien. J'aime beaucoup Johnny Hallyday. Donc, le CAC 40 reste au-dessus des 5000 points. Le DAX autour des 12 000 points. Le Nikkei a des sommets depuis 15 ans. Et puis, on en a parlé. Ce qui est intéressant ce jour-là, le lendemain de la Fed, c'est de regarder le flash crash qui s'est passé sur le dollar. On a donc perdu 4 centimes en quelques minutes. C'était impressionnant. Je vous donne juste, comme je sais que vous aimez bien les prévisions de Goldman Sachs et que vous les trouvez toujours très intéressantes. Il prévoit quand même sur l'euro-dollar 0,82 $.
qui était le plus bas qu'on avait atteint très peu de temps après l'introduction. Vous voyez bien un pétrole à 150 $. Oui, et à 200 en 2008 aussi. 200 en 2008 déjà. Allez, vendredi, on y va. Vendredi, on sauve les meubles et on sauve la fusion. On a eu très chaud sur le dossier Lafarge-Holcim. On a cru qu'il allait se fracasser contre les murs, qu'on allait reconnaître la situation de Publicis Omnicom. Et maintenant, ils ont trouvé un accord, nouvelle parité, 9 actions Holcim pour 10 Lafarge, un nouvel accord de gouvernance. On a eu très chaud. Sébastien? Non. Vous en foutez? Complètement. Là, Virginie, vous en foutez? Oui. Okay. D'accord. Emmanuel s'en fout. Donc c'est un très bon choix d'événement pour vendredi. Bravo, parce que ça a vraiment soulevé une sorte d'enthousiasme. Tout le monde s'en fout. Alors par contre, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'événement de la semaine de Virginie. Qui est un an d'événement aussi. Ah bon, super. Oui. Bon, mais non, c'est une consécration. C'est une consécration. Apple qui rentre dans le dos. Apple, je mets une petite musique. Apple, pomme. Ouais, j'ai trouvé que ça. Ah ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien, c'est bien. Allez-y. Alors, le Dow Jones, vous savez que c'est un indice qui est bizarre. Hein. On le sait, c'est très bizarre. Mais si, parce que c'est quand même un des rares indices qui est calculé, qui est valorisé avec la valeur de l'action et non pas avec la market cap, enfin la capitalisation boursière. Donc, en fait, on arrive à des trucs complètement bizarres. Oui. Et effectivement, Apple, qui représente quand même 15% du Nasdaq 100 et près de 5% du S&P 500, étant la plus grande capitalisation boursière, est enfin rentré dans le Dow Jones parce qu'il a fait... Donc ça, c'est bien. Oui, c'est normal, quoi. C'est bien, c'est une consécration. Voilà. D'ailleurs, mais c'est un indice qui est l'indice industriel, qui n'a presque plus rien d'industriel, puisque le premier poids, c'est quand même Goldman Sachs, ça vous fera plaisir. Moi, je m'en fous. Moi, je suis comme Sébastien, je m'en fous de tout, moi. Non, et l'ironie de l'histoire, c'est que Apple a mis dehors ATT. Très bien. L'opérateur historique, quand même. Le monde change. Non, mais si vous posez des questions en plus... Est-ce que quand on rentre au Dow Jones, on reste au Nasdaq? Ah oui, ça n'a changé, absolument. Emmanuel, vous... Il y a de la joie. Bonjour, vous nous annoncez que des bonnes nouvelles. Alors, que des bonnes nouvelles. Je suis depuis une semaine. Je suis le messager du bonheur. Alors, je me suis demandé ce qui vous est arrivé. Pendant combien d'années je vous ai fourni en prévision négative? Ah oui. Et du zéro, monsieur. Voilà. Mais non, mais ça fera 0 et encore 0. Et puis alors là, j'entends un mec qui nous explique que tout va bien. Non, alors moi, François Hollande, j'ai juste voulu faire un exercice qui était de se dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans les périodes où l'économie française était dans la même configuration qu'aujourd'hui. Et en fait, il y a deux périodes historiques intéressantes, c'est 1986 et le début 1997. À chaque fois, on a été dans ces périodes, très forte baisse du pétrole, très forte baisse des monnaies européennes face au dollar, baisse des taux d'intérêt, politique budgétaire plutôt accommodante, et à chaque fois, on s'est retrouvé par exemple en 88-89 avec 4% de croissance, comme en 98, 99, 2000, exactement pareil. Et je vous rappelle qu'à chaque fois, les experts nous prévoyaient qu'on ferait au mieux 2,5. Alors, évidemment, il y a des différences. Le rôle moteur de l'endettement à la fin des années 90, par exemple. Un environnement international un peu plus porteur. Donc, je ne suis pas en train de vous dire qu'on va faire 4% de croissance en 2016-2017. Je dis simplement que entre ne pas faire 4% et faire juste 1,5, 1,7, comme nous le dit l'OCDE l'année prochaine, ça me paraît trop pessimiste. Donc, moi, je vous dis qu'en 2016, on fera entre 2 et 2,5 de croissance. Ah, 2 voilà, je prends les paris aujourd'hui. Il faut arrêter de fumer. Hein. Absolument. Laure, raté. J'ai raté, j'ai tapé à côté. Alors, vous savez qu'on attend l'anti-sèche? Oui, je sais, vous attendez que ça, que je parle. Qu'avec Emmanuel, c'est ce qu'on va dire à notre soirée samedi soir pour primer. De quoi on va parler? Je vous ramène du lourd, puisque cette semaine, très lourd. on revient sur l'extraordinaire histoire d'Aristophile. C'est une histoire extraordinaire. Allez, Pierre Bellemare. Donc, depuis 25 ans, Gérard l'Héritier, à travers sa société, propose à des épargnants d'investir dans des manuscrits d'auteurs célèbres. C'est par exemple les lettres de Napoléon, la page de Proust, c'est génial, de Gaulle. C'est super. Gérard l'Héritier a des clients. Faudra qu'on l'invite. Je crois pas. Okay. Écoutez, laissez-moi aller jusqu'au bout. Donc, Gérard l'Héritier a des clients qui sont assez célèbres et il affiche des rendements relativement confortables. Au total, 18 000 personnes lui ont fait confiance. Donc, c'est quand même pas mal. Qui sont achetés des livres. Donc, il proposait d'acheter. Bon, vous m'écoutez? Proposait d'acheter une indivision qui était composée de dizaines de manuscrits et chacun avait des parts. Donc, il y avait comme ça une indivision Cocteau, une indivision Balzac, etc. Faut l'inviter. Et ça marchait pas mal. Au bout de 5 ans, on récupérait ses gains. Le problème, c'est qu'il y a 15 jours, il a été mis en examen pour escroquerie. Premièrement,
Premièrement, on le soupçonne d'avoir mis en place une pyramide de Ponzi. Ça veut dire qu'en gros, les entrants finançaient les sortants. Bon, jusque-là, rien de grave. Deuxièmement, on le soupçonne d'avoir fait à peu près tout seul le marché du livre ancien. C'est-à-dire qu'il achetait très cher des livres, il les surestimait et après il les revendait à ses propres clients. Bon, ça c'est ce que fait Goldman sur tous les marchés. Comment a-t-il fait, et c'est là où ça devient intéressant, comment a-t-il fait pour réussir à gonfler le marché du livre ancien? Parce qu'il a quand même vécu quelque chose d'extraordinaire, Gérard Lheritier, c'est qu'il a gagné au loto. Il a gagné 169 millions d'euros au loto. C'est le plus grand gagnant en France à l'euro. Et donc, grâce à ces 169 millions d'euros, il n'arrête pas l'escroquerie. Il continue. Et en plus, ça lui permet... Il remet au pot quand même. Il remet au pot. Il remet au pot. Il remet 40 millions d'euros dans le pot quand même. Il fait du prop selling. Ça permet de faire croire aux clients que les manuscrits, ça gagne énormément d'argent puisqu'il réussit, etc. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous faites partie de ces 18 000 épargnants, vous pouvez contacter l'avocat qui est en charge de ce dossier, qui s'appelle Benoît Huette et qui se charge de tous les petits épargnants du dossier. En plus, il est solvable. Bah oui. Oui, mais il y a un problème de... Oui, non, c'est bon. Pardon, on passe au top 5. C'est une histoire passionnante. Ah, passionnante. On va faire notre soirée avec ça. On passe au top 5. Alors, premier... Qu'est-ce qui change? Est-ce que ça bouge? Bah non. Alors, Louis Montalembert qui est premier, toujours à 91%, ça n'a pas changé. Derrière, Christian Vito, 86%, Laurent Denise, Jean-Pierre Gaillard et Émeric Préaubert. Vous avez les lignes. C'est le pourcentage. Je suis pas dedans. Attendez. Pas d'excitation. Finissons d'abord sur les gérants. On a terminé? Alors, je vous ai donné le classement. Vous voulez le détail, c'est ça? Oui, je voudrais savoir les lignes, s'il y a des lignes intéressantes à nous souligner. Louis Montalembert qui est le premier. Il est toujours sur Laurent Perrier, sur Maison France Confort, sur April Group qui est un short, sur Gameloft et sur Bechtle qui doit être une entreprise allemande. Alors, ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'on a Sébastien Féjean qui, quand même, est venu en octobre. C'est la dernière fois que vous êtes venu, je crois. Le 24, tout à fait. Vous avez donné 2 recommandations. La première, c'était d'acheter MGI Coutier. La deuxième, c'était de vendre Soitec. Et en 2 recommandations, il y a eu 70% de performance. Mais le 5e est à 75 dans le classement. Pas de chance. Non, mais là, oui, sauf qu'il est venu après les autres et surtout en 2 recommandations, parce que là, on a beaucoup de recommandations sur certains portefeuilles, des positions clôturées. Il nous a fait 70%. C'est pour ça que pour une fois, on va l'écouter quand il va nous donner un conseil d'achat. Qu'est-ce qu'on achète? D'abord, est-ce qu'on reste long de MGI Coutier? Est-ce qu'on reste à la vente? À la vente, on a vendu, on n'est pas short, de Soitec. Ça va, je comprends mieux, parce que dites donc, ça jargonne. Hein. Disons qu'en fait, ce qu'on prévoyait sur Soitec est arrivé, c'est-à-dire que des contrats qui devaient arriver, ne sont jamais arrivés. Donc, est-ce qu'on reste avec notre position à la vente? Non, ou est-ce qu'on ça vaut 0,5 maintenant. D'accord, donc on garde. On reste à la vente. Oui, effectivement. En tout cas, on continue à vendre si on en a et on n'achète surtout pas si on en a pas. MGI Coutier, on garde? Oui, parce qu'en fait, je pense que c'est une boîte de croissance. Vous savez qu'il y a pas mal de sujets autour de, notamment de la dépollution. Et MGI Coutier a un dispositif de dépollution qui s'appelle AdBlue, qui est d'interne, qui est une technologie nouvelle. Super belle. Qu'est-ce qu'on rachète? Eh ben, on rachète du chargeur. Vous connaissez le chargeur? Ouais. Voilà. Un peu. C'est très vieux, ça. C'est très vieux et en fait c'est une vieille histoire qui commence à avoir un point d'inflexion très intéressant. Vous savez que c'est toujours dans les vieilles soupières qu'on fait les meilleures soupes. Et donc je pense qu'effectivement les annonces qui ont été faites depuis 2 ans par Chargeur qui des problèmes de dette importants qui ont été réglés. Maintenant vous avez effectivement des métiers qui sont plutôt cycliques, donc le cycle s'y relance très positif. Notamment ils ont une activité qui nous paraît être vraiment très intéressante, c'est l'activité film de protection. En gros vous achetez n'importe quel équipement électronique comme votre iPad, voilà, où vous avez toujours un film de protection plastique. Absolument. Vous avez acheté une voiture, c'est pareil, donc c'est évidemment lié à la consommation. Et il nous semble effectivement que les publications récentes ont été excellentes. On achète. Qu'est-ce qu'on vend? Eh ben, on vend... Faites-nous un deuxième Soitec, là. Non, mais on est plus prudent sur Parrot. C'est pas forcément un Soitec, parce que ça n'a rien à voir, il y a beaucoup de cash et c'est très bien géré. C'est une belle boîte, quand même. C'est une très très belle boîte. Simplement, le momentum technologique qu'ils ont eu sur pas mal de choses a été cassé par le fait qu'ils ont fait une erreur, c'est de considérer effectivement que le marché de l'automobile était pour eux. Le problème, c'est qu'ils sont face à Apple, Samsung, Google. Donc vous dites, bon, ça peut... ils ont annoncé ça peut s'essouffler un peu. Disons qu'ils ont annoncé effectivement que typiquement la partie qui était la partie qui avait un peu tiré leur croissance, qui était le B2B dans l'électronique, dans l'automobile, maintenant c'est complètement différent. Donc il y a une partie du business qui va s'en aller, ils sont en réflexion stratégique autour de ça, donc plus compliqué. Et pour moi effectivement il y a en tout cas une période de latence à opérer et beaucoup plus prudent sur le stock.
Parfait, et maintenant merci beaucoup. On va aux États-Unis avec Virginie. Alors je rappelle que vous nous avez conseillé d'acheter du Spirit Aerosystems. Ça gagne 31%. 31%, est-ce qu'on garde? Ça, j'ai pas oublié. Oui, on garde. On a vendu du Coca-Cola, est-ce qu'on garde? On gagne un peu. Oui, on a vendu du Yahoo, est-ce qu'on garde? Oui, moi je vends toujours Yahoo. D'accord, et on a acheté du Tupperware. Non, on a vendu du Tupperware, est-ce qu'on garde? Oui. Bon, alors qu'est-ce qu'on achète? Qu'est-ce qu'on achète? Nous, on achète de la consommation discrétionnaire et on vend de la consommation basique. Voilà. Expliquez-nous, parce que discrétionnaire, là, vous avez deux personnes intelligentes, mais Emmanuel et moi, on comprend rien ce que vous avez dit. Le consommateur américain qui a épargné ces derniers temps, parce qu'il s'est dit, peut-être que le prix du baril du pétrole va peut-être remonter, je vais mettre un peu de côté. Il va revenir. Et donc, il faut privilégier plutôt la consommation discrétionnaire et la consommation basique et les biens de consommation courante, c'est très cher. C'est quoi de la consommation discrétionnaire, par exemple? Discrétionnaire, nous, par exemple, en ce moment, on achète du Gap. Mais Gap, c'est spécifique parce que c'est un dossier qui est pas cher du tout, 14 fois pour 2015, et surtout qui est en pleine restructuration. 14 fois les bénéfices attendus pour 2015, et qui est en pleine restructuration avec un mix produit des tas de sous-marques que l'on ne connaît pas encore ici en France. Par exemple, Athleta, Intermix Brands, pas juste Zigap, comme on dit, et Banana Republic. Et donc, il y a toute une nouvelle stratégie axée sur l'expérience client et sur le produit qui va... je suis convaincu. Quand elle parle, c'est... Vous connaissez Gap? C'est quoi je connais Gap, je porte du Gap Kid, moi. Client, Emmanuel, moi, depuis le temps qu'on nous promet des tas de magasins, on va vivre des expériences. Exactement, je suis d'accord. Emmanuel qui s'habille quand même l'été chez Gap Kid. Emmanuel, Gap va dans un magasin Gap. Oui. Et va dans un magasin. Vous tutoyez, oui. Vous avez une relation un peu privilégiée. Bon, qu'est-ce qu'on vend? Et on vend donc justement le leader de l'hygiène dentaire. Tampax. Dentaire. Dentaire. Ouais, pardon. Colgate. Ouais. C'est cher. C'est une super maison. Super boîte de marketing. C'est magnifique. Ça a des marges fantastiques. 30%. C'est pas soutenable sur le long terme. Bien sûr, mais j'en suis tellement persuadé. C'est incroyable de dire ça, mais je me disais hier en brossant les dents. Parce que je me brosse pas les dents tous les jours. 22% des Français qui se brossent les dents 3 fois par jour. Et c'est déjà trop. Emmanuel, où est-ce qu'on va? On va en Tunisie. Ah, triste. Ouais. Parce qu'en fait... Bon, je vais mettre l'hymne parce qu'ils l'ont chanté quand même dans le Parlement au moment où il y avait les attentats. Je vous écoute. Non, avec à la fois... parce qu'on a entendu beaucoup de choses sur la Tunisie, oh là là, ça va être une catastrophe pour le tourisme, etc. Donc je voulais relativiser en disant que le tourisme, ça n'est quand même que 7% du PIB tunisien. Donc c'est pas la catastrophe. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est pas une économie qui a des difficultés. Il y a beaucoup de problèmes au niveau des comptes publics, avec un déficit public de 7% du PIB, un endettement qui explose. Et le problème, c'est que c'est un endettement qui explose pour payer les dépenses courantes, et pas pour investir. L'investissement des entreprises diminue. Donc c'est une économie vraiment très fragile, mais malheureusement pas seulement à cause du secteur du tourisme. Donc un grand bonjour à nos amis quand même tunisiens. Solidarité avec eux pour ces événements dramatiques. Mais nous, on reste quand même dans la journée internationale du bonheur. Je vous remercie à tous d'être venus. Vous avez fait mon bonheur en tout cas. J'espère que vous avez fait le bonheur des gens qui nous ont écoutés, qui nous ont regardés. Nous, on va retrouver tout de suite Emmanuel Chin, le patron de la société de production Éléphant. Et Laure, vous restez avec nous? Ah bon, ok. Bon, à tout à l'heure.